Olivier, on est quasi un mois jour pour jour après la finale de la Coupe du Monde. Est-ce qu'elle est digérée, cette finale? Écoutez, dans le sens où on n'a pas trop eu le temps d'y penser, de gamberger, assez peu de jours libres avant de rattaquer le championnat. Je dirais que c'était pas plus mal pour digérer voilà, ce scénario de cette finale qui a été difficile, un match assez incroyable, une finale exceptionnelle, mais qui n'a pas tourné en notre faveur. Donc, ouais, maintenant on est passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. Je suis revenu avec le Milan pour finir au mieux cette saison, mais c'est vrai que voilà, ça fait mal au cœur quand même. Vous l'avez revu? Non, non, j'ai rien revu, aucune image. Je voulais couper pour essayer d'oublier le plus vite possible. Comment vous expliquez ce passage à vide de 80 minutes avant que vous réagissiez? Euh, 80, ouais, 60, on a marqué ouais, 75 minutes. Écoutez, je sais pas. Peut-être qu'il y avait de la crispation, pardon. Il y avait voilà un peu de tension pour beaucoup d'entre nous. C'était une première finale d'une grande compétition. Euh, je saurais pas dire. Voilà, je pense qu'il y a voilà certains joueurs qui n'étaient pas vraiment à leur meilleur niveau, et aussi l'Argentine a su nous mettre en difficulté, notamment en prenant aussi l'avantage assez rapidement dans le match avec ce penalty, ce qui nous a mis en mauvaise posture. Mais c'est vrai que je nous ai sentis un peu tendus, un peu crispés. Ouais. C'est l'Argentine qui a gagné cette finale ou c'est la France qui l'a perdue? Euh, Bah les deux, je pense les deux, parce que l'Argentine a fait une très bonne première mi-temps. On a raté notre première mi-temps. Après, on a poussé dans le dernier quart d'heure. Le scénario, encore une fois, a été assez incroyable. Kylian a fait la différence, a porté l'équipe. Et voilà, à la fin, c'est vrai que c'est comme jeter une pièce en l'air, pile ou face. Et, les pénaltys, on sait que c'est très cruel, c'est très dur, mais le principal, c'est surtout d'avoir réagi et d'avoir rendu fiers à tous les Français. J'ai reçu énormément de messages positifs voilà, des Français qui nous supportaient, qui nous disaient après le mondial, on est fiers de vous, merci pour ce que vous avez réalisé. Et même si bien sûr on aurait voulu ramener la coupe à la maison, c'est quand même, ça fait chaud au cœur. Quand vous analysez, vous avez l'impression que vous étiez. C'était quoi la différence entre l'équipe de France 2022 et l'équipe de France championne du monde en 2018 par rapport au parcours, par rapport à ce que vous pouviez peut-être faire de mieux dans cette finale? L'entame de match, finale 2018, on, euh, on ouvre le score. On commence bien le match, un peu, je dirais, décomplexé, sans vraiment. Pour beaucoup d'entre nous, d'ailleurs la totalité de l'équipe, c'était une première finale de Coupe du Monde, donc peut-être qu'on n'avait pas pleinement conscience de l'événement, et on a joué vraiment, je dirais, relâché. Et c'est peut-être la différence avec cette finale contre l'Argentine, où encore une fois le début de match n'a pas été en notre faveur. Et après, ça nous a mis en mauvaise posture pour la suite. Dans une très bonne Coupe du Monde personnelle, vous sortez de cette finale au bout de 40 minutes, 41 minutes. Mm. Vous évoquiez tout à l'heure des joueurs qui étaient dans un jour sans. Peut-être que Mhm. vous êtes de ces joueurs qui étaient dans un jour sans sur la finale? Pour ma part, physiquement et dans la tête, je me sentais très bien. Pour être honnête avec vous, j'étais déçu et surpris de sortir si tôt dans le match. Donc, j'ai pas eu le coach en direct, mais je pense comprendre que c'était un choix tactique. J'aurais peut-être l'opportunité d'en parler avec lui pour essayer de fermer le côté gauche et de laisser plus de liberté à Kylian devant.
Mais ouais, ça a été dur. Ça a été dur parce que j'étais dans mon match et je pensais pas être moins bien que les matchs précédents. Ça gâche un peu une Coupe du Monde très réussie pour vous? Ouais, c'est sûr que jusque-là, c'était une très belle Coupe du Monde pour moi. J'avais marqué 4 buts en 5 matchs. J'avais contribué à, j'ai contribué au succès, à la réussite de l'équipe jusque-là. Et sortir voilà, à la 40e d'une finale de Coupe du Monde, c'est pas facile. Pendant 5 minutes sur le banc, après être sorti, j'avais beaucoup de sentiments qui se mélangeaient. Mais après, au bout de 5 minutes, je me suis dit, écoute, de toute façon, tu peux rien y changer. Il faut être à fond derrière les mecs. Et après, je pense qu'on a pu voir comment dire, mon implication derrière les mecs. Et peut-être même des fois un peu trop avec ce carton jaune que je prends parce qu'il y a eu beaucoup je pense, de décisions litigieuses de l'arbitre, du corps arbitral. Mais non, j'étais à 200% concerné derrière l'équipe après être sorti. Et on y a tous cru. On a vécu voilà, un ascenseur émotionnel assez incroyable. Elle pouvait faire mieux, vous pensez, cette équipe de France, ou elle était au bout de ses possibilités? C'est vrai que quand vous démarrez la Coupe du Monde, avec tous les pépins que vous avez eus, on se dit que déjà, finalement, votre parcours, il est plutôt chouette. On sent quand même qu'au fil des tours, alors c'est aussi parce que plus on avance et plus on rencontre des équipes fortes, mais enfin, l'Angleterre, c'est compliqué, le Maroc, ça passe pas si facilement que ça. Et l'Argentine, vous êtes à côté pendant, on disait, les 2 tiers du temps réglementaire. Est-ce que l'équipe de France a surperformé en fait par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'elle? Je pense que beaucoup de personnes ne nous attendaient pas jusque-là, ne pensaient pas qu'on pouvait atteindre cette finale de Coupe du Monde, de par les absents en effet. Et voilà, certains sceptiques ne voyaient pas aller jusque-là. Mais par contre, nous, on a toujours cru en nos forces. Malgré les absences, il y avait quand même un très bon groupe, une super ambiance. Et on a pris conscience progressivement au fil de la compétition qu'on pouvait aller loin. C'est sûr que des matchs de Coupe du Monde, ça joue sur des détails. On a eu peut-être un peu de réussite contre les Anglais. Mais ça nous a donné de la force justement de gagner comme ça pour aller jusqu'en finale. Et à la fin, je dirais que l'équipe a mérité cette belle Coupe du Monde et a fait de grandes choses. Et c'est ce pourquoi je pense les Français sont très fiers de nous. Il se dégageait beaucoup de force de ce groupe, beaucoup de confiance quand on vous regardait sur le terrain. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de doute, même quand vous êtes à Clairefontaine, que vous voyez les blessures s'enchaîner, que vous voyez des potes vous quitter, et que potentiellement le groupe s'affaiblit. Il n'y a jamais de doute avant de partir? Non, c'est un grand mot, mais c'est sûr qu'il y a quelques petites inquiétudes parce que le groupe est affaibli par les joueurs importants qui nous ont quittés. Maintenant, on a toujours gardé cette cohésion d'équipe, cohésion de groupe, cette solidarité qui est la nôtre depuis plusieurs années. On a quand même connu en 6 ans une finale d'Euro, on a gagné une Coupe du Monde et même si l'Euro 2021 ne s'est pas passé comme on le souhaitait avec cette défaite contre la Suisse, on avait quand même des certitudes, un groupe solide et qui était prêt à faire les efforts les uns pour les autres sur le plan tactique. On l'a vu, on a très bien défendu ensemble. Et puis après, devant, on sait qu'on est capable de faire la différence à tout moment. Donc on n'était pas dans le doute, non. On a juste insisté sur le fait que ce groupe voilà, pouvait aller très loin ensemble avec toutes les qualités qui se dégageaient de ce groupe. En prenant en compte les absents. Un des coups durs de la préparation, en tout cas on le vit comme ça sur le moment, c'est la blessure de Karim Benzema.
qui quitte le Qatar dans la nuit pendant que l'équipe Mhm. dort. Comment ça se passe exactement? On a lu, entendu beaucoup de choses sur ce départ de Karim Benzema. Comment ça se passe dans le groupe France quand vous apprenez que Karim s'en va? Effectivement, ça a été un gros coup dur parce qu'on ne savait pas s'il allait pouvoir se rétablir. Il a essayé, comme vous l'avez vu, de reprendre avec le groupe et il s'est refait mal. Et après, il y a eu une décision de prise de la part du staff médical et du staff de l'équipe de France de dire que c'était fini. Donc ouais, ça a été un gros coup dur pour nous, mais ça n'a pas entaché notre volonté de faire de grandes choses et ça n'a pas altéré la confiance et la bonne humeur du groupe. Le groupe vivait très bien quand Karim était là et vivait tout aussi bien quand il est parti. Donc voilà, j'ai entendu certaines choses sur le fait qu'il y en avait qui étaient contents de le voir partir. C'est totalement faux. Donc voilà, pour revenir là-dessus, ça a été une grande perte aussi, mais on a su se serrer les coudes, rester solidaires et faire bloc et montrer que même en plus des absences de Karim, de Paul, d'Engie, par exemple, qui était là en 2018, et en plus Lucas qu'on perd aussi lors de ce premier match, sans oublier les autres. On a démontré qu'on avait la force et la qualité dans ce groupe pour aller loin. Vous aviez évoqué avec Didier Deschamps votre rôle, celui de Karim, avant la Coupe du Monde, c'est-à-dire dans les quelques jours de préparation, dans le cas où vous auriez pu être tous les deux présents sur toute la compétition. Ouais, mon rôle, je le connaissais, il était clair. C'était Karim qui partait numéro un et j'avais ce rôle de joker. Voilà. Donc c'était clair, simple. Ouais, c'est clair, limpide. Parce que quand certains évoquent un soulagement de voir partir Karim, on peut imaginer qu'ils pensent aussi à vous, puisque ça fait de vous potentiellement un titulaire, son départ. Ouais, mais ça n'a pas été le cas. Voilà, je lui ai écrit un message dès qu'il est parti, parce qu'on n'a pas pu lui dire au revoir, et c'était sincère et spontané. Voilà, je lui ai dit que j'étais déçu de le voir partir. Après, le foot, des fois, les blessures profitent à certains. Ça m'a profité à moi, mais on ne m'a jamais vu déclarer quoi que ce soit ou dire que j'étais soulagé ou content de le voir partir, quoi. Donc ça, c'est toujours les mêmes qui essaient de chercher des problèmes dans cette équipe alors qu'il n'y en a pas. Bon, en tout cas, de fait, il y a une autre relation qui a éclaté aux yeux du monde à ce moment-là, c'est celle que vous avez tenue avec Kylian Mbappé. D'abord, je voudrais qu'on revienne sur la photo de l'été. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce moment Non, sur le coup, ouais, avec Kylian, il y a une bonne entente, mais comme contre l'Autriche par exemple, où on a vu qu'on s'était très bien entendu. Il y a eu d'autres matchs aussi où il y a eu des bonnes relations techniques. Voilà, là, ça a marché pour nous, c'est tant mieux, et surtout aussi pour l'équipe. Et sur ce match-là, contre la Pologne, c'est ça, cette photo où il me saute dans les bras, et pour moi, voilà, ça avait une certaine saveur parce que c'était le but qui me permettait de dépasser Titi Henry au classement des buteurs de l'équipe de France. Donc il y avait une joie indescriptible. Et c'est vrai que je le prends, il me saute dans les bras et ça fait un cliché assez marrant. Mais c'est une célébration, une joie comme on en voit lors de beaucoup de matchs. Et c'est juste que là, ça a rappelé quelques clichés de certains films. Mais c'était spontané et authentique. Donc voilà, je pense que ça a fait plaisir à tout le monde de voir que tout le monde était heureux sous ce maillot bleu et voulait célébrer tout simplement ces moments de joie comme on le fait dans nos clubs ou dans notre quotidien. Et cette spontanéité, elle est aussi le fruit d'une relation qui a évolué entre vous deux. C'était pas cette spontanéité, je suis pas sûr qu'elle aurait eu lieu il y a 2 ans.
Je sais pas. Après, c'est vrai que le fait que Kylian ait pris cette importance au niveau de l'équipe, au sein de l'équipe, et qu'il ait cette influence sur le jeu et qu'il ait le désir de donner le maximum pour l'équipe. Voilà, moi j'essaye de m'inscrire aussi dans ce projet et pour le bien de l'équipe, on a eu aussi une bonne entente lors de ce mondial, mais pas que nous deux, les autres aussi. Et voilà, je dirais que on a tous deux fait le maximum pour apporter nos qualités à l'équipe de France et c'était super de voir cette relation lors de cette Coupe du Monde. Mais on a eu aussi des bons moments dans le passé, mais là ça compte plus parce que c'est une Coupe du Monde. Il a changé quelque chose chez les Bleus, Kylian? Il prend ses responsabilités, il a pris une autre dimension depuis ces derniers mois, ces dernières années, je dirais. Et il assume pleinement ses responsabilités de leader technique au sein de cette équipe. Et il a fait une Coupe du Monde assez incroyable et il confirme tous les espoirs qui sont fondés sur lui. Hein. Vous le côtoyez depuis longtemps en équipe de France. Il est différent de ce que vous voyez avec le PSG? Peut-être qu'il a un rôle différent en équipe de France qu'au PSG. Il est aussi entouré de joueurs différents, donc il doit aussi peut-être s'adapter. On doit s'adapter à ce schéma tactique qui est différent, mais il est tout aussi efficace et impressionnant avec le PSG ou en équipe de France. Comment vous vivez le retour à Paris? Derrière, il y a cette communion. Alors évidemment, des conditions un peu particulières parce qu'il fait un peu moins bon que quand on revient en mois de juillet. Ouais. Mais il y avait beaucoup de monde pour vous attendre. Il y a des supporters qui sont là pour vous saluer, pour vous accompagner. Je pense que ça a été nécessaire de rentrer en France et de saluer notre public qui était encore une fois très fier de nous. On l'a vu quand on est arrivé à l'aéroport sur la route pour aller jusqu'au centre-ville. Les gens étaient sur les routes, nous encourageaient, nous remerciaient. Ça faisait vraiment chaud au cœur. Et on a été aussi surpris de voir autant de monde, je crois 50 000 personnes, ou plus ou moins à Place de la Concorde, quand on les a vus sur la terrasse de l'hôtel. Voilà, on a pu un peu partager un moment avec eux, même si c'était court et qu'il faisait froid. On a vu voilà, qu'ils étaient vraiment présents pour nous, que ce soit dans les bons moments ou dans les plus durs. Et je dirais pas qu'ils sont encore plus fiers que nous que si on l'avait gagné, mais en tout cas les circonstances font que, le scénario du match font que on n'a rien lâché je pense qu'ils ont fait preuve de compassion envers nous et aussi de solidarité. Et ils ont vu qu'on avait tout donné pour ce maillot jusqu'à la fin, quoi. Donc ça a été une communion avec le clapping, avec Grisi aussi à la fin, c'est assez sympa. Voilà, on se devait de leur rendre hommage, de les remercier en rentrant à Paris directement après la Coupe du Monde. D'un point de vue personnel, il y a ces 4 buts. Mm-hmm. Vous n'aviez pas marqué en étant champion du monde il y a 4 ans. Est-ce que vous avez la sensation d'être mieux considéré en marquant 4 buts dans une Coupe du Monde que vous perdez en finale, ou comme champion du monde sans avoir marqué dans le tournoi de 2018? Mieux considéré, évidemment, parce que mon rôle est d'essayer de faire gagner l'équipe, de finir les actions, de marquer des buts, d'être efficace. On ne va pas revenir sur 2018, mais il y avait eu un match où j'avais eu quelques regrets de ne pas avoir marqué, mais sinon j'avais fait une compétition assez pleine et j'avais joué un rôle important dans notre succès. Donc voilà, beaucoup de personnes me l'avaient dit aussi à l'époque. J'avais eu beaucoup de soutien malgré le fait de ne pas avoir marqué pendant ce mondial. Mais là, ce mondial-là au Qatar était différent. J'ai marqué tôt dans la compétition. En 2018, je n'avais pas joué d'entrée ce premier match. Et là, ça m'a mis sur les bonnes rails. Et j'ai pu être décisif pour mon plus grand bonheur et celui de l'équipe. Et vous pensez que ça clôt aussi un petit peu les dernières discussions qu'il pouvait y avoir encore Ouais. malgré votre titre de champion du monde il y a 4 ans, malgré Ouais. la réussite que vous connaissez dans les clubs dans lesquels vous passez? Non, c'était bien
de venir pour ce mondial, même si au final j'étais pas censé le jouer avec un rôle aussi important peut-être. C'était bien de réagir, de montrer que j'étais présent et d'apporter ma pierre à l'édifice. Voilà, ça prouve qu'il faut toujours y croire, toujours se mobiliser quand on a la chance de faire appel à toi. Et puis il y a ce record aussi de buts. Vous êtes le meilleur buteur en bleu. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui? Ça, vous avez eu le temps de l'apprécier. Peut-être qu'on ne l'apprécie pas tant que ça pendant la compétition. C'est comme l'ensemble de ma carrière. Je pense que je prendrai la mesure de ce que j'ai réalisé après ma carrière. Mais le faire pendant cette Coupe du Monde, alors que, encore une fois, j'étais pas destiné à jouer ce rôle de titulaire dans cette équipe pendant cette compétition, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, pour moi, pour cette équipe, pour mes proches, ma famille, ça a été comme dans un rêve, parce que voilà, il me manquait 2 buts pour égaler Titi avant cette Coupe du Monde. Et si on m'avait dit que j'allais le faire dès le premier match, ça m'a aussi quelque part soulagé, parce que tout le monde me parlait de ce record. Et encore plus quand je le bats contre la Pologne, alors là, ça a été voilà, une grande bouffée d'oxygène et une immense fierté, c'est sûr. C'est ce qui vous a animé dans les périodes les plus difficiles, ce record en équipe de France, quand vous en êtes sorti aussi ponctuellement de l'équipe de France. C'est quelque chose qui vous maintenait un petit peu dans la motivation, dans l'envie de revenir? Oui, bien sûr, ça a toujours été un objectif que je gardais dans un coin de ma tête, mais sans le faire passer avant le bien de l'équipe, l'objectif du groupe. J'ai toujours rien lâché, que ce soit dans ma carrière où j'ai eu des moments un peu plus compliqués, mais l'important c'était de revenir encore plus fort et de montrer que je pouvais apporter quelque chose à cette équipe et je l'ai fait pendant cette Coupe du Monde et ça, personne ne pourra me l'enlever. On sait que vous vous chambriez un petit peu gentiment à distance avec Thierry Henry, vous en avez parlé depuis, vous avez échangé un petit peu là-dessus? Ouais, il m'a écrit régulièrement pendant la compétition pour me féliciter de mes performances personnelles, mais aussi de nos victoires collectives. Voilà, même quand la Belgique était sortie, il était à fond derrière nous. Donc, même si ça a dû lui faire un petit quelque chose que je lui passe devant, il était aussi content pour moi. La Coupe du Monde est passée. Ça bouge pas mal en équipe de France. Steve Mandanda, Karim Benzema ont annoncé leur arrêt, la fin de leur carrière internationale. Et un de vos amis très proches, Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France, ça a été le premier d'ailleurs, un des premiers en tout cas à annoncer qu'il arrêtait. Vous en êtes où? Est-ce que vous continuez ou est-ce que vous arrêtez? Pour l'instant, je continue. C'est vrai que ça m'a fait quelque chose de voir Hugo arrêter après toutes ces années passées ensemble et la relation particulière que j'ai avec lui. Voilà, même si on en avait parlé, ça fait toujours quelque chose quand ça arrive. Le fait d'en parler, c'est une chose. Quand c'est acté, c'en est une autre. Donc, c'est une page qui se tourne. Il va y avoir un autre capitaine. Et il faut que l'équipe de France remercie ce qu'a fait Hugo, ce qu'a fait Steve et aussi Karim. Et qu'on continue à aller de l'avant. Il y a encore une très très belle génération qui arrive, et, beaucoup d'espoir quant à l'avenir, mais c'est sûr que voilà, c'est une page qui se tourne. Pour ma part, j'ai été en réflexion, je suis en réflexion, mais pour l'instant je continue. Il reste encore un peu de temps avant la prochaine sélection, donc voilà, je me pose pas. Je me fixe pas de date butoir, de limite, mais c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. Mais ça veut dire, alors c'est un pour l'instant qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut, pensez-vous voir en mars tout peut arriver. En équipe de France? Tout peut arriver, voilà. Et à partir du moment où j'ai pas annoncé encore ma retraite internationale, je suis sélectionnable, mais
Je peux aussi prendre une décision. Tout peut arriver. Vous évoquez le capitanat qui va changer, de fait. Raphaël Varane est un candidat, c'est le vice-capitaine jusqu'à présent. Il y en a un autre qui est peut-être pas déclaré candidat, mais que beaucoup voient comme le futur capitaine. Et vous avez évoqué aussi sa prise de position de leader, en tout cas son leadership en équipe de France, c'est Kylian Mbappé. Qui vous voyez se dégager aujourd'hui pour porter le brassard en équipe de France? Non, c'est sûr que la place qu'est en train de prendre Kylian au niveau de ce groupe, des Bleus est assez importante, impressionnante. Maintenant, est-ce qu'il a la volonté, je dirais l'envie d'avoir ce capitanat? Je ne le sais pas. Le successeur potentiel et légitime serait aussi Varane, étant donné qu'il a été le vice-capitaine pendant toutes ces années d'Hugo. Il peut y avoir aussi Antoine qui peut postuler. Donc ce genre de préoccupation, c'est pas moi qui vais prendre la décision, mais c'est sûr que quoi qu'il arrive, qui que ce soit, ce sera une bonne chose pour le groupe. Didier Deschamps a été prolongé pour 4 ans vers l'Euro, et puis la Coupe du Monde derrière. Au moins pour les mois qui viennent, la reconduction du contrat de Didier Deschamps, elle pèse dans votre réflexion? Non. Je pense qu'il faut d'abord que je me demande si vraiment au fond de moi, j'ai envie encore de porter ce maillot bleu. Vous savez ô combien il est important pour moi. Donc c'est pour ça que je prends vraiment mon temps pour prendre ma décision. Je parle aussi, j'échange avec mes proches, même si au final c'est moi qui dois sentir si je veux continuer. Mais le fait que le coach continue, c'est une bonne chose pour lui et pour l'équipe de France. Mais non, ça ne va pas influer sur mon choix. Le jeu de l'équipe de France a été critiqué. On a entendu Christophe Dugarry s'élever contre le jeu produit par l'équipe de France, par le jeu proposé par Didier Deschamps pendant la Coupe du Monde, mais même un petit peu au-delà, les mois qui ont précédé, depuis l'Euro quasiment. Comment vous vivez, vous recevez ces critiques? Il me semble qu'on a été champion du monde en 2018 avec plus ou moins le même schéma tactique, où en fait on attendait nos adversaires et on jouait, on se projetait vite vers l'avant. Ça a toujours été un peu notre marque de fabrique en sélection, donc on a gagné comme ça. On a fait une finale de l'Euro comme ça. On est allé en finale encore une fois. Back-to-back, je dirais, 4 ans après 2018, comme ça. Donc remettre en cause notre qualité de jeu, on peut l'entendre. Maintenant, on peut toujours mieux faire, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Maintenant, on a gagné comme ça, donc pourquoi changer? Et aussi, il faut jouer avec les qualités de nos joueurs dans cette équipe. Et pour moi, l'équipe de France est passée à pas grand-chose de gagner une autre Coupe du Monde. Donc pourquoi remettre en question vraiment le schéma tactique et la qualité de jeu? Vous avez noué une relation particulière avec le sélectionneur, la confiance qu'il vous a témoigné tout au long de ces années. On évoquait les critiques, les doutes qui ont souvent été émis sur votre rendement, votre potentiel. Il a une place particulière évidemment dans votre carrière? Le rendement pour l'instant en équipe de France il est très bon. Donc après il y aura toujours des détracteurs comme on dit. La relation avec le coach elle est spéciale. Une relation de confiance et aussi des hauts mais aussi des moments un peu plus délicats où il a fallu se réfugier dans le travail et garder le moral, la confiance pour avoir l'envie de revenir dans ce groupe. Donc il me connaît très bien, il connaît ma personnalité, ma détermination
et mon amour pour ce maillot bleu. Donc voilà, si il continue et si je continue, voilà, ce sera avec plaisir qu'on se retrouvera sous ce maillot bleu. On parlait de succession pour le capitanat, succession des gardiens aussi, Hugo et Steve. Vous vivez au quotidien à côté du successeur d'Hugo Lloris. Comment va Mike Maignan déjà? Et il va mieux. Il va mieux. Il y a eu vraiment une évolution positive dans sa blessure. Il a été assez malheureux, malchanceux avec ce problème au mollet, mais c'est très important pour un gardien de bien soigner un mollet parce que c'est ce qui lui permet de pousser, voilà, de plonger. Donc j'en ai parlé avec lui et là il est vraiment conscient du fait qu'il faut qu'il se soigne correctement pour revenir au plus haut, au plus fort et avec le bel avenir qui lui est réservé en sélection et aussi avec nous à Milan avec de gros matchs à venir. Il n'est pas un peu tout seul justement pour assumer cette succession? Il y a Mike Maignan, derrière il y a des gardiens qui sont un peu plus jeunes, moins expérimentés. Ça va pas être un problème le poste de gardien? Non, j'ai aucun souci par rapport à ça. Voilà, il y a d'autres gardiens. Alphonse Areola qui est là depuis plusieurs années et qui, quand il a eu à porter ce maillot bleu, je me souviens d'un match contre l'Allemagne où il avait été assez héroïque. Il a la qualité aussi pour accompagner Mike. Voilà, il y a Alban Lafont aussi, mais il y en a d'autres, je ne vais pas tous les citer. Il y a aussi un beau vivier de gardiens en France à venir, donc aucun souci de ce côté-là. Olivier, je vais vous montrer cette séquence. Non vincente, persona seria, non è uno che ti fa 40 gol all'anno, però porta in squadra cose che non tanti portano, perché non è per se stesso in campo, lui è per tutti. Zlatan, il m'avait fait rire aussi quand il avait dit, on lui avait posé la question qui allait être la surprise pour cette Coupe du Monde, qui allait finir meilleur joueur, meilleur buteur, et il avait dit qu'il allait, et à chaque fois que ça allait être moi, j'ai une relation particulière avec lui, où on est un peu les deux grands frères de cette équipe du Milan. Pour moi, c'est une fierté, un honneur d'être à ses côtés dans ce vestiaire, et ça fait plaisir d'entendre de tels éloges de la part d'un joueur qui m'inspirait quand j'étais plus jeune. Et qui continue de vous inspirer. Il a 41 ans, vous en aurez 37 au mois de septembre. Ça donne des idées? Ouais, bien sûr, sa longévité est un exemple. Il sait ce qu'il veut, c'est un compétiteur. Il a encore cette détermination et on en a déjà parlé. À partir du moment où dans la tête, tu veux continuer, tu sens que tu peux continuer, et ben il le fait. Maintenant, c'est vrai que le seul bémol, c'est est-ce que son corps va le suivre. Vous êtes en fin de contrat au mois de juin, il y a des négociations pour une prolongation, vous en êtes où? Oui, mon conseiller a rencontré les dirigeants du club et on est en pourparlers pour une prolongation, parce que j'arrive au terme de mon contrat en juin. Vous avez envie de prolonger avec le Milan? Oui, je me sens bien ici au Milan. J'ai réussi, entre guillemets, à gagner les cœurs des tifosi avec ces buts importants et mon apport dans cette équipe pour avoir ramené le Scudetto 10 ans après, 10-11 ans après au Milan. Donc je m'y sens très bien, comme chez moi. Maintenant, on est en pourparlers. C'est un peu plus dur cette saison niveau résultat, même si vous êtes encore dans la course. Il y a 9 points, est-ce que vous pensez toujours pouvoir aller chercher Naples? Alors on avait très bien terminé l'année 2022. On n'était pas si loin de Naples, mais là, depuis la reprise, c'est vrai qu'on reste sur des matchs nuls que l'on aurait dû gagner. Et du coup, on a laissé filer un peu Naples, qui est maintenant à 9 points. Maintenant, on n'a pas encore commencé, il nous reste un match à jouer encore de la phase aller, des matchs aller du championnat. Donc, il reste beaucoup de matchs. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il faut encore une fois toujours y croire et rester concentré. Maintenant, c'est sûr qu'il faudra retrouver un peu plus d'énergie et
une efficacité meilleure sur les matchs à venir, parce que ce sera déterminant pour la suite. Il y a la Juve qui vient de se voir retirer 15 points, ça élimine de fait un éventuel concurrent, même si ça n'allait pas très bien non plus ces derniers temps à la Juve. Non, ils étaient mieux, ils étaient revenus à notre hauteur à la 2e place, on était ex-aequo, et là c'est vrai que les voir relégués à la 10 ou 12e place avec 15 points de pénalité, c'est quelque chose qui m'a surpris, mais tant mieux pour, entre guillemets, le malheur des uns fait le bonheur des autres, tant mieux pour tous ceux qui sont dans la course au titre ou à la Champions League. Voilà, c'est sûr que la Juve reste un gros de ce championnat italien. Qu'est-ce qui peut permettre au Milan justement de revenir sur Naples dans la 2e partie de saison? Qu'est-ce qui vous manque actuellement qui fait que vous stagnez un peu? En ce moment, notamment le dernier match contre la Roma, où moi je sors à la 86e, on gagne 2-0, tu as l'impression du travail bien fait, le sentiment du travail accompli, et après on se fait rejoindre sur 2 coups de pied arrêtés dans les 5 dernières minutes, et dans le temps additionnel. C'est ce genre de détails, et qui ne pardonnent pas, qui font mal quand ça ne tourne pas en ta faveur, et c'est des points précieux de perdus. Donc il y a aussi eu cette contre-performance contre Lecce là-bas, où on a encore perdu des points. Donc c'est de la régularité, retrouver cette régularité dans l'efficacité, surtout dans les entames de match aussi qui nous font défaut. Il faut se remobiliser. On n'est pas non plus dans une crise, mais on a encore de très gros matchs à venir. Mais il faut prendre conscience qu'il faut faire plus et faire moins d'erreurs. Vos ambitions en Ligue des Champions aussi, c'est quoi cette année? Vous allez affronter Tottenham, votre ancien meilleur ennemi quand vous étiez à Arsenal. Vous l'abordez comment ce 8e de finale? On va l'aborder dans la peau d'un outsider. On n'est peut-être pas favori, mais on sait aussi que c'est pas facile pour Tottenham, par exemple, en Première Ligue. C'est facile pour personne, donc chaque match est un éternel recommencement, et on a la possibilité de passer en quart de finale contre une grosse équipe de Tottenham. C'est un super challenge, c'est un gros défi. Et on va l'aborder avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'ambition, mais aussi d'humilité, parce qu'on sait d'où on vient. Vous vous positionnez comme outsider, c'est-à-dire que vous voyez qui cette année en Ligue des Champions? Ah oui, nous on n'est clairement pas favoris pour gagner la Ligue des Champions, ça c'est sûr, mais il y a des équipes comme Paris, City, toujours le Real aussi, le Bayern, qui sont les grands favoris. Paris a les moyens pour vous d'aller chercher cette Ligue des Champions? Chaque année, ils ont les moyens, évidemment, ils les mettent. Donc cette année encore plus, peut-être avec la confiance de certains joueurs, leur niveau de jeu, la place qu'ils ont pris aussi en sélection et leur ascension. Ils ont que des grands noms, donc évidemment qu'ils sont ultra favoris. Un petit mot de l'ancien Gunner, comment vous voyez le parcours actuel de votre ancien club? Je suis très content de les voir à ce niveau-là, assez impressionné pour être honnête, parce que City est aussi une grosse cylindrée depuis plusieurs années, ils écrasent tout sur leur passage, mais ils font preuve d'une régularité, d'une cohésion de groupe qui me dit que cette année c'est pour eux. Arteta a eu le temps, on lui a laissé le temps, c'est pas forcément le cas dans tous les clubs, et il fait du super boulot, et s'ils en sont là aujourd'hui, c'est leur mérite. Vous les voyez aller au bout? Moi je les vois aller au bout, clairement. Bon, je voudrais finir sur une petite thématique qu'on a un peu évoquée déjà, c'est la longévité. C'est quoi le secret d'Olivier Giroud pour durer, pour toujours s'imposer dans les grands clubs dans lesquels il passe? Ma foi chrétienne, ma force mentale, mes qualités aussi de générosité, d'implication, de détermination.
Et puis aussi mon efficacité, parce que voilà, un attaquant est toujours jugé à, non pas seulement par son efficacité, ses statistiques, aussi ce qu'il apporte dans le jeu, mais on sait que pour durer au haut niveau, il faut être décisif, donc c'est ce que j'essaye de faire pour mon équipe. Et voilà, c'est aussi une bonne hygiène de vie pour voilà, permettre à mon corps de durer le plus longtemps possible. Pour l'instant, voilà, ça va et j'ai encore envie. C'est ça le plus important. La foi, vous l'évoquez de plus en plus, c'est pas nouveau, vous ne l'avez jamais vraiment caché. Il y a eu une période où vous l'exposiez peut-être un petit peu moins, c'est venu comment? Non, c'est juste qu'on m'a plus posé de questions par rapport à ça, par rapport à mon enfance, à l'éducation religieuse que j'ai reçue de ma mère. Quand j'allais au culte chrétien évangélique. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de moi et qui me donne beaucoup de force, de confiance, d'humilité. Voilà, le fait de lire la parole, la Bible me rassure, me donne de la force, voilà, me donne beaucoup de sérénité, de calme, de confiance. Et c'est quelque chose qui fait partie de moi et qui accentue le fait que je veux toujours déplacer des montagnes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le prochain objectif, du coup, c'est quoi? Prochain objectif, marquer un maximum de buts pour mon club et toujours croire au titre, parce qu'il ne faut jamais rien lâcher. Passer ce tour en Ligue des Champions avec le Milan et pour l'équipe de France, voilà, joker. Je suis encore, dans la réflexion par rapport à ça. Et Milan, je me laisse le temps. Milan, ça pourrait être un endroit où vous termineriez votre carrière? Au plus haut niveau, oui. Au plus haut niveau, oui. Après, encore une fois, si je sens que mon corps ne me permet plus de faire les efforts que requiert le plus haut niveau, je partirai peut-être dans une destination un peu plus exotique. Où? Là, vous avez des envies? Je sais pas. J'ai toujours dit que la MLS serait quelque chose qui me plairait. Maintenant, je sais pas, ce sera une question d'opportunité. Merci Olivier. Merci à vous. Merci beaucoup.